Dans l'étoile de la rédemption, vers le août de 1921, Rosenzweig écrivait la proposition suivante, qui est une proposition difficile. Je cite: « Le monde n'est pas créé comme un monde achevé dès le commencement. L'avenir de son achèvement est créé comme avenir en même temps que lui. Il est toujours à venir, mais à venir, il l'est toujours. Il est toujours aussi présent qu'à venir. Les bonnes choses d'art, une fois pour toutes, il n'est pas encore là, il vient éternellement. L'éternité n'est pas un temps très long, mais un demain qui pourrait aussi bien être aujourd'hui. L'éternité, c'est l'aujourd'hui qui est lui-même conscient du fait qu'il est plus qu'aujourd'hui. » La pensée de Rosenzweig se fait encore plus subtile, eu égard au rapport entre le temps, l'éternité, le temps et l'aujourd'hui, l'éternité et l'aujourd'hui. La pensée de Rosenzweig se fait encore plus subtile, et c'est peut-être par là qu'elle aura retenu l'attention de Walter Benjamin. On sait que Walter Benjamin avait lu le Stern der Lösung très tôt après sa parution sur la recommandation de Gershom Scholem. C'est par là peut-être donc qu'elle a retenu l'attention de Benjamin. En effet, s'il met en garde contre toute tentation de ce qu'on pourrait appeler un activisme messianique, selon la très heureuse formule de Gershom Scholem. Cet activisme messianique qui viserait à hâter, accélérer l'avènement du royaume. Nonobstant cette mise en garde, Rosenzweig ne dissocie pas pour autant attente et anticipation. Sans cette anticipation du royaume, sans cette anticipation, notait-il, et sans la pression interne pour la réaliser, sans le désir de faire survenir le Messie avant son temps, et la tentation de faire violence au royaume des cieux, l'avenir n'est pas un avenir, mais seulement le passé étiré sur une longueur infinie, un passé projeté vers l'avant. Sans cette anticipation, en effet, l'instant n'est pas éternel, mais quelque chose qui se traîne interminablement sur la longue route stratégique du temps. Dans un autre passage du Stern, qui est en note, Rosenzweig écrivait ceci, que je cite à nouveau: « Il faut accélérer la venue de l'éternité, il faut toujours qu'elle puisse venir déjà aujourd'hui. C'est seulement par là qu'elle est éternité. Qu'il n'existe pas une telle force destinée à accélérer la venue de l'éternité, qu'il n'existe pas une prière qui puisse hâter la venue du royaume, il ne viendra pas éternellement. Au contraire, éternellement, il ne viendra. » Il convient donc de reconnaître non seulement que chaque instant doit être prêt à recueillir en lui la plénitude de l'éternité, mais encore, position capitale et très paradoxale, mais il faut reconnaître encore que Dieu lui-même a besoin de temps. Certes, Rosenzweig s'empresse de nuancer cet énoncé, Dieu lui-même a besoin de temps, mais nuancer cet énoncé qui semble affecter Dieu d'un devenir temporel. En précisant ceci, que je cite à nouveau, ce n'est pas pour lui-même que Dieu
Dieu a besoin du temps. Mais lui, comme rédempteur du monde et de l'homme, qui a besoin de temps. C'est lui, comme rédempteur du monde et de l'homme, qui a besoin du temps. Et ce n'est pas parce que lui en a besoin, parce que lui-même en a besoin, il sait. C'est pas parce que lui-même en a besoin, mais c'est parce que l'homme en a besoin. Car pour Dieu, le futur n'est pas anticipation, il est éternel. Rosenzweig peut ainsi réinterpréter de manière tout à fait remarquable, à la fois comme présent éternel et comme avenir, le nom divin, formulé en réponse à la demande de Moïse, dans le passage du buisson ardent, en Exode 3,14. Rosenzweig commente la réponse payée à Ferrier. Il est éternel, et le seul éternel par excellence. Dans sa bouche, je suis, et comme je serai, et c'est seulement dans ce je serai qu'il trouve son explication, son explicitation. Second point qui concerne le suspens messianique, que chaque instant puisse être le dernier, le rang éternel. Énoncé du Stern à nouveau, que chaque instant puisse être le dernier, le rang éternel. Énoncé que je me risque à rapprocher de telles thèses de Walter Benjamin, des thèses sur le concept d'histoire, où Benjamin, cette fois, évoque l'arrêt ou le suspens messianique du devenir historique. Messianische Stillstehung des Geschehens. Suspens messianique du devenir historique. Benjamin illustrait dans les dossiers préparatoires des thèses cette image du repos, du suspens, de l'éclair immobile, en empruntant au célèbre historien de l'art Henri Faucillon une belle image tirée de son ouvrage La vie des forts, l'image du fléau de la balance. Fléau de la balance, je crois qu'en italien c'est Gioco della bilancia. Quand les vieilles balances sont avec un fléau. Je cite Benjamin citant Faucillon. On pourrait rapprocher du suspens messianique du devenir historique la définition du style classique que proposait Faucillon. Et voilà la citation de Faucillon. Brève minute de pleine possession des formes, il se présente comme un bonheur rapide, comme l'acmé des Grecs. Le fléau de la balance n'oscille que faiblement. Ce que j'attends, ce n'est pas de l'avoir bientôt de nouveau penché, encore moins le moment de la fixité absolue, mais dans le miracle de cette immobilité hésitante, le tremblement léger, imperceptible, qui m'indique qu'elle vit. La balance est son fléau. Belle image de Faucillon, n'est-ce pas, transposée par Benjamin, pour caractériser non plus le style classique, bien sûr, mais ce suspens messianique de l'instant. Plus encore que du temps, l'éternité liée à la rédemption se trouve ainsi contre-distinguée de tout développement historique progressif et linéaire, si on veut. L'éternité ne se laisse atteindre au présent, c'est au présent qu'elle se laisse atteindre. L'éternité ne se laisse atteindre au présent qu'en rupture radicale avec le continuum historique, linéaire. Benjamin envisagera quant à lui une rupture du même genre grâce à l'idée d'un arrêt messianique de l'activité historique. Encore une fois, de la Stillstehung. De même, à l'aujourd'hui porte de l'éternité, pourrait correspondre chez Benjamin l'idée d'une actualité, non plus conçue l'actualité comme une simple transition
un passé et un avenir, mais comme le foyer, focus, en lequel le temps s'immobilise, comme le fait le fléau de la balance. Arrêt messianique, condensation et contraction du temps. S'agissant de cet arrêt messianique de l'activité historique, je voudrais citer un passage tout à fait éclairant de Stéphane Moses, regretté Stéphane Moses, qui était un des grands commentateurs français, puis franco-israélien de Rosenzweig et de Benjamin. Un passage tout à fait éclairant de Stéphane Moses, qui évoque de son côté cette immobilisation du temps, immobilisation qui permet de rapprocher, qui est permis de rapprocher une infinie accélération. Pensez ensemble sur ce paradoxe d'une immobilisation et d'une accélération. Stéphane Moses écrivait donc ceci: ce paradoxe se trouve au cœur de l'expérience religieuse du peuple juif. Depuis 2000 ans, son existence figée, en marge de l'histoire, quasi anachronique, l'a maintenue à proximité immédiate, non seulement de ses mythes fondateurs, mythes avec des guillemets, l'a maintenue à proximité immédiate, non seulement de ses mythes fondateurs, mais aussi du terme messianique de l'histoire. Bien plus, poursuivait Moses, parce que son passé le plus lointain lui a toujours été plus présent que l'actualité la plus immédiate, la réalisation de ses espérances, même les plus chimériques, lui a toujours semblé tout proche. À l'origine de cet effet paradoxal se trouve une expérience religieuse tout à fait spécifique, celle de la contraction du temps. C'est elle, cette expérience religieuse, qui provoque la contemporanéité absolue du passé, du présent et du futur. La possibilité de voir les promesses messianiques réalisées dès aujourd'hui provient d'une technique spirituelle millénaire, d'une familiarité ancestrale, avec l'expérience intérieure de la condensation en un point unique des trois dimensions du temps. Condensation en un point unique des trois dimensions du temps. Dans la première partie de mon exposé que je vous ai épargné, qui était davantage consacré à Schelling, je soulignais que dans l'œuvre de Schelling, et en particulier dans Les âges du monde, les Grecs, Alter, on trouve la même idée de la condensation des trois dimensions du temps en un point unique, non pas lié en quoi que ce soit à une expérience religieuse et à ce thème de la promesse messianique, mais lié à la question de la décision. La véritable décision, c'est le point où les trois dimensions du temps se trouvent contractées. Je laisse ça. De cette appréhension du temps contracté ou encore condensé, Rosenzweig, avant Benjamin, avait su tirer une pensée de l'histoire qui, si elle paraît reprendre le modèle abrahamique de l'élection et de la promesse, le subvertit, le renverse, ce modèle, en même temps, de manière assez radicale. Pour Rosenzweig, en effet, l'élection n'est jamais dans son principe liée à une particularité, disons, ethnocentrique. L'élection répond bien plutôt à une vocation à l'universel. Et dans cette optique, ce cas est tout à fait remarquable. La correspondance échangée entre Rosenzweig et son ami Eugen Rosenzweig à la fin des années de la guerre, la première. Ce cas de remarquable donc, de cette correspondance, c'est précisément l'insistance de Rosenzweig sur ce qui constitue à ses yeux la spécificité irréductible de la conception juive de l'élection, à savoir que l'élection des Juifs, du peuple d'Israël, se définit précisément par son absence de rapport, par son non-rapport résolu et revendiqué à l'histoire, entendue comme une histoire mondaine, politique, histoire qui, en ce sens, pour Rosenzweig,
qui a fait sa thèse sur réguler l'État, histoire qui, en ce sens, est toujours liée à l'État et à la puissance de l'État, selon une figure hegélienne tout à fait déterminante ici. Pour Rosenzweig, dans sa réponse à Rosenstock, le peuple juif se laisse caractériser comme celui qui résiste à l'histoire. Et Rosenzweig renverse de manière tout à fait significative l'argument de Rosenstock, considérant la vocation juive ou la promesse mosaïque comme dépassée dès lors que le christianisme a pris la relève. Vocation et promesse corrélatives appartenant aux yeux de Rosenstock irréductiblement au passé, depuis que, encore une fois, le christianisme a pris le relais et conduit à l'accomplissement ce qui ne faisait encore que s'annoncer timidement dans le judaïsme. Pour dire les choses autrement, n'est-ce pas, la lecture de Rosenstock est une lecture classiquement typologique du rapport entre le judaïsme, l'Ancien Testament, comme on dit, et le Nouveau. Là contre, Rosenstock le fait en effet avec force, le sens du nationalisme, c'est que les peuples ne se contentent plus de croire qu'ils sont d'origine divine, mais qu'ils sont en marche vers Dieu. C'est écrit en 1919, encore une fois. Le nationalisme, c'est quand les peuples croient qu'ils sont non seulement d'origine divine, mais en marche vers Dieu. Même aujourd'hui, où l'élection est devenue le réactif de toutes les nationalités, l'élection juive n'en demeure pas moins quelque chose d'unique, car elle est l'élection d'un peuple unique, élection sans commune mesure avec celle dont se réclament les autres peuples, dans leur marche vers un télos étatique, politique et nationaliste. Comme le soulignait encore une fois très justement Stéphane Moses, pour le peuple juif, l'élection implique essentiellement le retrait de la scène de l'histoire, ou du moins l'absolue fidélité à une toute autre histoire que l'histoire des peuples et des nations. Dans le Stern, dans l'Étoile, Rosenstock insistera à nouveau sur ce fait capital que la vie dans le temps est interdite à ce peuple, le peuple juif, précisément au nom de la vie éternelle. Le peuple éternel, écrit-il, achète son éternité au prix de la vie dans le temps. Pour lui, le temps n'est pas son temps. Il ist die Zeit nicht seine Zeit. Pour lui, le temps n'est pas son temps. Il n'est pas le champ qu'il cultive, ni sa part d'héritage. L'enseignement de la loi sainte retire donc le peuple de toute temporalité et de toute historicité, et en même temps, il lui enlève son pouvoir sur le temps. Marc über die Zeit. Die arrêtierte Zeit. Si, cette formule étrange, die arrêtierte Zeit, est une formule de Schelling dans un français germanisé assez savoureux. C'est par là aussi, dans ce retrait de l'histoire, que le judaïsme se distingue radicalement de la chronologie spécifique du christianisme. C'est le christianisme, écrit-il, qui a transformé le présent en époque. L'époque du présent, c'est pas le monde présent, qui est celui du christianisme et qui est celui de l'Église, de l'Ecclésia. C'est le christianisme qui a transformé le présent en époque, l'époque du calendrier julien puis du calendrier grégorien. Désormais, pour cette époque du christianisme, désormais le passé n'est plus que le temps d'avant la naissance du Christ, et tout le temps ultérieur, depuis le passage du Christ sur cette terre jusqu'à son retour, à Parousie, et maintenant cet unique et immense présent, cette époque, cette suspension, cet arrêt du temps, cet entre-deux,
sur lequel le temps a perdu son pouvoir. Je souligne que ce motif de l'arrêt du temps, ou du temps arrêté, est directement issu du Schelling des âges du monde. Dans les âges du monde, n'est-ce pas, c'est l'âge du présent, dans lequel rien n'arrive. Bon, évidemment, pour Schelling, il y a un autre âge, qui est celui de l'évangile de l'esprit, l'évangile de Jean, selon une perspective qui est celle, disons, de Joachim de Flore. Le temps est maintenant donc pure temporalité, dans cette époque du temps arrêté qui est le christianisme. Le temps est pure temporalité au sens vulgaire de la répétition du temps linéaire et homogène, dans lequel naturellement on peut toujours procéder à des découpes historicisantes. Par opposition au christianisme, donc, qui a pour rôle dans l'économie du salut d'entrer dans l'histoire pour accompagner les peuples dans leur marche vers la rédemption, comme écrit Rosenzweig, et telle est la mission proprement ecclésiale du christianisme, le peuple juif a pour vocation essentielle de rester fidèle à lui-même. Rosenzweig écrit encore ceci, qui est cruel: le christianisme s'identifie aux empires, le judaïsme s'identifie à lui-même. Le concept d'élection renvoie ainsi à la singularité du peuple juif, à son statut, pourrait-on dire, méta-historique, par opposition à l'existence essentiellement historique des nations. Étranger au temps de l'histoire, le judaïsme expérimente une toute autre temporalité, propre au rite, à la prière, à la scansion liturgique de l'année. Dans sa correspondance avec Rosenstock, encore une fois, Rosenzweig avait déjà élaboré cette idée d'une histoire discontinue et non cumulative, caractéristique du peuple juif, une histoire rythmée non plus par la succession d'événements politiques majeurs, mais par la répétition d'actes symboliques, à chaque fois signifiants, et susceptibles d'assurer imperceptiblement la venue invisible de la rédemption dans le monde. Cette idée sera davantage et complètement explicitée dans l'Étoile, où l'on peut lire ceci, précisément parce que le juif éprouve la communauté plénière dans son année liturgique, il prend ainsi congé de la chronologie du monde, même lorsque celle-ci, la chronologie du monde, a cessé d'être particulière à chaque peuple, et qu'elle est devenue fondamentalement commune au monde entier, à titre notamment de chronologie chrétienne. Dans ce même paragraphe, Rosenzweig précisait encore cette relation en chiasme de la temporalité et de l'éternité, s'agissant d'un côté des peuples du monde, les nations, et de l'autre du peuple éternel. Dans le peuple de Dieu, l'éternel est déjà là, au cœur du temps. Dans les peuples du monde, règne une pure temporalité. Mais l'État représente la tentative, nécessairement toujours à reprendre, de conférer au peuple du monde, de conférer au peuple une éternité dans le temps. En ceci, l'État imite le peuple éternel et rivalise avec lui. Ce dernier n'aurait plus aucun droit à sa propre éternité si l'État réussissait à réaliser ce à quoi il aspire. On comprend pas l'antagonisme radical entre Rosenzweig et Hegel. S'agissant à présent de Benjamin, je m'en tiendrai dans les rapides remarques qui suivent aux thèses théologico-politiques consacrées au concept d'histoire. Le propos général des thèses est clairement formulé par Benjamin lui-même. En ces termes, comprendre l'actualité comme l'autre face de l'éternité, celle qui est nichée dans l'histoire, et révéler l'empreinte de cette face cachée. Passé télescopé. L'éternité est d'emblée envisagée donc comme ce qui s'inscrit dans le temps, à la faveur de l'actualité de l'instant historique. L'instant historique lui-même envisagé dans sa dimension
chez Benjamin, essentiellement politiques. Les structures historiques sont en effet susceptibles, pour qui sait les considérer, de dessiner en creux une éternité invisible. Une telle considération implique d'abord une saisie pertinente du présent, au lieu de ce que Walter Benjamin nommait la Jetztzeit. C'est pas facile à traduire, en français on traduit le à présent, Jetztzeit. Cette Jetztzeit, telle qu'elle sous-tend la véritable connaissance historique, c'est-à-dire la possibilité d'une construction de l'histoire. L'image du réveil, en référence à Proust, chez Benjamin, éclaire cette conception active et dialectique de l'écriture de l'histoire, de l'historiographie. Tout exposé sur l'histoire, dit-il, doit commencer par un réveil. En fait, l'exposé sur l'histoire ne devrait parler de rien d'autre que cette possibilité de réveiller, n'est-ce pas, dans la présent, dans la un passé. Ce qui revient à écrire résolument l'histoire à rebours, si l'on peut dire, à partir du présent d'historien, compris comme le lieu même où la vérité peut enfin surgir. L'objet historique n'est jamais donné, mais il est toujours construit par l'historiographie elle-même. Et ainsi, l'écriture de l'histoire doit prendre conscience et actualiser un passé qu'elle fait revivre et qu'elle tente de réveiller. Benjamin avait souligné très tôt l'importance de cette instance cardinale du présent de l'historien. En effet, dès 1914, dans son essai consacré à la vie des étudiants, cet essai qui renferme déjà en lui comment gère tous les éléments qui seront développés ensuite, Benjamin écrivait: il existe une vision de l'histoire qui, fondée sur la confiance en l'infinitude du temps, se contente de différencier le rythme tantôt rapide, tantôt lent, selon lequel les hommes et les époques s'avancent tout au long de la route du progrès. C'est la conception classique du temps historique dans son progrès vers un télos atteignable ou inatteignable. C'est la conception classique, c'est la conception libérale, mais c'est aussi la conception marxiste. À cette vision de l'histoire correspondent à l'égard du présent des exigences dénuées de toute cohérence, de toute précision, de toute rigueur. Les réflexions qui suivent, poursuivait le jeune Benjamin donc, visent au contraire à définir un état de choses où le processus historique se concentrerait et s'immobiliserait comme dans un foyer, à la manière des images utopiques dessinées de temps en temps par les philosophes. On retrouve ici l'utopie dont on parlait, c'est aussi un propos de Bloch. La tâche de l'historien consiste donc à donner une image absolue de cet état d'achèvement encore immanent, à le rendre visible, de l'historien dialectique, dira ensuite Benjamin, consiste à donner une image absolue de cet état d'achèvement encore immanent, à le rendre visible, à le faire régner dans le présent lui-même. Cet état de choses ne saurait être évoqué par une description pragmatique de détails, des institutions, les mœurs, etc., puisque ce sont précisément ceux-ci que l'historien dialectique vient contester. Et voilà comment terminait ce fragment d'analyse Benjamin en 14, donc, le jeune Benjamin. Il faut le saisir dans sa structure métaphysique comme l'idée du royaume messianique ou celle de la Révolution française. Le royaume messianique ou la Révolution française. Ainsi, la critique des présupposés de l'historicisme chez le jeune Benjamin et le Benjamin plus tardif des thèses vise directement une conception du temps et de la philosophie de l'histoire, à savoir cette conception vulgaire du temps compris comme temps physique, continuum linéaire, où s'enchaîne sans rupture la série des causes et des effets. C'est dire aussi que le premier réquisite de toute connaissance historique
véritable, authentique, et la conscience critique du temps présent et de sa signification potentielle pour l'avenir, même si réciproquement, le présent ne trouve son épaisseur, sa réalité véritable, qu'en fonction d'un passé qu'il redécouvre et qui, par anamorphose, se répète en lui. Benjamin s'oppose par là résolument à toute conception de l'historiographie fondée sur une quelconque empathie historique. En effet, le sens de l'histoire ne se révèle pas à travers une évolution continue. Il ne peut ressortir que dans l'après-coup, en faisant remarquer les ruptures d'une apparente continuité, lorsque survient de manière inattendue ce qui est susceptible d'en interrompre le cours, d'en briser la continuité. Dès lors, écrire l'histoire n'implique pas du tout de tenter de retrouver le passé tel qu'il a été présent, tel qu'il a été vécu, pour ressaisir, comme le disait Ranke, le passé, wie es eigentlich gewesen ist, mais bien plutôt, il s'agit de le créer à neuf, en fonction, encore une fois, de notre propre actualité. Il s'agit pour l'historien d'interpréter les traces que le passé a laissées, et en fin de compte, d'apprendre à, très belle formule, à lire le réel comme un texte. Lire le réel comme un texte, dans un horizon, on pourrait dire, résolument herméneutique, même si ce n'est pas un terme benjaminien. Un horizon herméneutique beaucoup plus que phénoménologique. D'où la remarquable définition proposée par Benjamin de la tâche de l'historien, que j'ai déjà cité mais que je cite à nouveau, n'est-ce pas? Comprendre l'actualité comme l'autre face de l'éternité, celle qui est nichée dans l'histoire, et relever ainsi l'empreinte de cette face cachée. Il appartient dès lors à la conscience politique du présent de sauter, pour ainsi dire, par-delà les siècles, par-dessus les siècles, pour appréhender un moment singulier du passé, en lequel la conscience politique puisse se reconnaître, la conscience politique du présent. La tâche de l'historien, donc, n'est jamais de commémorer le passé, mais bien de le réanimer, de le revivifier, si l'on peut dire, en s'efforçant, dans un geste, encore une fois, éminemment politique, en s'efforçant d'accomplir aujourd'hui ce qui, jadis, a été manqué ou est demeuré inachevé. L'histoire est ainsi conçue comme un sauvetage, ou comme une salvation, retourne. Et elle devra à chaque instant arracher le passé au conformisme qui menace de lui faire violence, ce conformisme qui est notamment celui des commémorations. À chaque époque, il faut tenter d'arracher à nouveau, écrit Rosenzweig, la tradition au conformisme qui veut s'emparer d'elle. Le Messie ne vient pas seulement comme rédempteur, il vient aussi comme le vainqueur de l'antéchrist, de l'antichrist. Le don d'attiser pour le passé l'étincelle de l'espérance n'échoua qu'à l'historiographie parfaitement convaincue que devant l'ennemi, s'il vint, l'ennemi, même les morts ne seront point en sécurité. Et cet ennemi n'a cessé de vaincre, poursuivait-il. Ce qu'énonce aussi en ces termes décisifs, cet extrait du passage d'Edberg, de quel péril les phénomènes sont-ils sauvés, demandait Benjamin, pas seulement et pas principalement du discrédit et du mépris dans lequel ils sont tombés, mais de la catastrophe que représente pour eux également une certaine façon de les transmettre en les célébrant comme un patrimoine. Ils sont sauvés, à l'inverse, ils sont sauvés lorsqu'on met en évidence en eux, chez eux, la fêlure. Il y a une tradition qui est une catastrophe. Il y a une tradition qui est une catastrophe. Das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, honorer la mémoire des sans-noms,
Ainsi, le temps ne se déploie dans ses dimensions proprement historiques que dans la mesure où il répond d'abord à une expérience qu'on serait tenté de qualifier de théologico-politique, une expérience singulière du présent, de la Jetztzeit, cette expérience dans laquelle présent et avenir viennent se rencontrer et comme se nouer. Voilà qui explique aussi la redoutable responsabilité qui est toujours la nôtre vis-à-vis du passé, dès lors qu'il s'agit de choisir de sauver tel ou tel moment du passé d'un conformisme ou d'une pieuse commémoration qui menace de l'engloutir, pas seulement sauver le passé de l'oubli. C'est dire aussi qu'un tel choix devra s'exercer le plus souvent à l'encontre de l'histoire des vainqueurs et de la continuité que cette histoire entend instituer au fil des générations. Une telle construction de l'histoire, essentiellement consacrée à la mémoire des sans-noms, induit alors un changement radical dans la perspective historique, puisqu'il s'agit précisément de prendre en charge les oubliés. Pourtant, une telle discontinuité est aussi ce qui rend possible une autre tradition, la tradition des catastrophes. Alors que l'idée de continuité écrase et nivelle tout sur son passage, l'idée de discontinuité est le fondement de l'authentique tradition. Je saute un petit peu. C'est encore la responsabilité éthico-politique que défend Benjamin contre une autre histoire, fût-ce dans sa version marxiste, qui se bornerait à retracer le mouvement continu du progrès. L'histoire représente bien plutôt l'enjeu d'une lutte toujours à recommencer. C'est pourquoi l'histoire authentiquement révolutionnaire, bien loin de tenir le registre des événements qui ont scandé une marche ascendante, l'histoire proprement révolutionnaire cherche toujours à délivrer tout ce qui est demeuré réservé et comme en attente dans chaque moment du passé. L'objet historique qui n'est jamais donné est construit à l'aide de ce que Benjamin nomme, en renvoyant implicitement au surréalisme, que j'avais étudié, chacun sait, en renvoyant aux images dialectiques. L'image dialectique, écrit-il, est une image fulgurante, une image qui fulgure dans la présence, il y est, dans la présence de la connaissance possible. Le sauvetage qui s'accomplit de cette façon, et de cette façon seulement, ne peut se faire que par la perception de ce qui se perd sans sauvetage possible. De telles images, les images dialectiques, encore une fois, qu'on trouve dans le surréalisme, de telles images permettent en outre aux différents éléments du passé d'accéder à un degré d'actualité plus élevé même qu'au temps où ils existaient. L'image dialectique, en tant que télescopage du passé et du présent, est ainsi le principal instrument de la rupture de ce pseudo-continuum du temps historique, linéaire, homogène, progressiste. C'est elle aussi l'image dialectique qui explique le caractère violent, destructeur, critique, en tout cas, de l'historiographie benjaminienne, de l'écriture de l'histoire à laquelle songe Benjamin. L'image dialectique dessine une constellation, voilà aussi une illustration très prégnante de la pensée de Benjamin, celle de la constellation. L'image dialectique dessine une constellation. Elle naît comme l'image poétique surréaliste de la rencontre fortuite d'éléments, ou d'événements ici, hétérogènes et non contigus. Ce que le passé retrouve au cœur du présent, ce qui importe, c'est que la puissance d'une image de ce genre réveille un sens oublié et que le passé retrouve au cœur du présent une actualité nouvelle. La véritable image du passé, je cite la cinquième thèse, la véritable image du passé ne nous apparaît que le temps d'un éclair. On ne peut saisir le passé que comme une telle image, à jamais disparue, à l'instant même où elle se révèle, comme en un éclair. C'est cette image dialectique, donc, faisant surgir une constellation neuve, que l'on retrouve dans l'appendice A des thèses,
à titre de principe critique de la causalité historique. Je cite le passage de Benjamin. L'historicisme se contente d'établir un lien causal entre différents moments de l'histoire. Mais aucun état de fait ne reçoit par sa seule nature de cause la qualification d'historique. Celle-ci, la qualification historique, lui est conférée bien plus tard par des événements que des millénaires peuvent séparer de lui. L'historien, critique ou révolutionnaire, donc, qui accepte cette base, cesse de laisser couler entre ses doigts comme un rosaire le cours des événements. Il n'égrène pas le cours des événements, mais il se saisit d'une constellation, dans laquelle son époque est entrée avec telle époque passée. Il fonde ainsi un concept du présent comme la Jetztzeit, le temps de l'aujourd'hui, dans lequel se trouvent logés les éclats du temps messianique. Sur l'image dialectique versus essence, sur l'image dialectique, je voudrais rappeler encore une remarque capitale du passage Wittenberg, qui offre en effet une critique de la phénoménologie et de Heidegger, car la pensée de l'histoire comme actualisation ne saurait être confondue avec la thématique heideggerienne de l'anticipation ouverte à l'avenir ou à ce qui se destine. Voilà ce qu'écrit Rosenzweig dans ce passage. C'est un document de travail, on peut dire. Ce qui distingue les images des essences, ou des essentialités, des Einheiten de la phénoménologie, c'est leur index historique, leur marque historique. Et Heidegger et Rosenzweig ajoutaient, Heidegger cherche en vain à sauver l'histoire pour la phénoménologie, abstraitement, avec l'idée de l'historicité, avec l'idée de la Geschichtlichkeit. Mais l'Historischer Index, la marque historique, l'indexation historique des images, n'implique pas seulement qu'elles appartiennent à un temps déterminé. Cette marque historique indique surtout qu'elles ne parviennent à la lisibilité, on dit herméneutique, n'est-ce pas, qu'elles ne parviennent à la lisibilité, à la Lesbarkeit, qu'en un temps déterminé. Et ce fait de parvenir à la lisibilité en un point critique déterminé du mouvement qui lui est antérieur, voilà donc ce qui oppose cette conception de l'image dialectique à l'historicité remise en avant par Rosenzweig. Chaque maintenant est le maintenant d'une connaissabilité déterminée. En lui, la vérité est lestée de temps jusqu'à en exploser. Cette explosion n'est rien d'autre que la mort de l'intention, intentio, qui coïncide donc avec la naissance du temps historique authentique, du temps de la vérité. La mort de l'intentio, c'est aussi la mort de la phénoménologie, pour autant qu'elle est centrée sur l'idée fondamentale de l'intentionnalité. La métaphore du réveil, comme celle de l'image dialectique, transforme ainsi de l'intérieur l'idée du présent, comme simple transition entre le passé et l'avenir, et elle contribue, métaphore du réveil et l'image dialectique, elle contribue à faire de la présent, de la Jetztzeit, une nouvelle figure du jugement dernier, Jüngstes Gericht. Chaque moment du temps porte un jugement sur certains moments qui l'ont précédé. Dans l'attente de ce jour du jugement, la réconciliation avec le passé demeure utopique. La mémoire, je vais rappeler, pour Benjamin, n'est jamais commémoration du passé, mais elle est bien plutôt Angedenken, on traduit par remémoration. Elle est non pas commémoration, mais remémoration, que cette Angedenken, que Benjamin distingue également soigneusement du simple Andenken, du souvenir. Souvenir qui est lié à l'Erlebnis, au vécu. La mémoire, du faire mémoire, Angedenken, ne comporte rien de cumulatif. Il ne s'agit pas de commémorer le passé, nous l'avons vu, mais de le réanimer, de lui donner une nouvelle
vie, de tenter d'accomplir aujourd'hui ce qui a été manqué jadis, au fil conducteur, sans doute, de l'expérience proustienne de la résurrection, qui est aussi une transformation du passé. Dans ses remarques sur Baudelaire, qui figure dans Central Park, Benjamin présentait en ces termes très parlants cette distinction entre Eingedenken et Andenken. Le souvenir, Andenken, est la relique sécularisée. Le souvenir est simplement le complément de l'expérience vécue. Il cristallise la croissante aliénation de l'homme qui fait l'inventaire de son passé comme d'un avoir mort. La relique provient du cadavre. Le souvenir de l'expérience défunte que par un euphémisme on appelle Erlebnis, expérience vécue. À l'encontre du souvenir, donc, c'est la remémoration qui joue un rôle central dans la dernière thèse qu'on peut considérer comme le testament benjaminien. Scholem disait de ce dernier paragraphe, de la dernière thèse, qu'il ressemble à une apothéose du judaïsme. Voici le passage. Il était interdit aux Juifs d'interroger l'avenir. En revanche, la Torah et la prière leur enseignaient la remémoration. Pour eux, la remémoration désenchantait l'avenir. Mais pour les Juifs, l'avenir ne devient pas pour autant un temps homogène et libre, car en lui, chaque seconde était la porte étroite par laquelle pouvait entrer le Messie. Chaque seconde était la porte étroite par laquelle pouvait entrer le Messie. Chez Benjamin, j'approche de ma conclusion, chez Benjamin, le messianisme ne dessine non plus la figure d'une attente de la fin des temps, ouverte par l'apparition d'un Dieu, par l'instauration du royaume. Il est plutôt ce qui préserve la possibilité de donner à chaque moment du temps qu'advienne, grâce à la remémoration, quelque chose de radicalement nouveau. La remémoration ne marque pas ici simplement l'exigence de garder mémoire des événements du passé, mais plutôt celle de la réactualisation de l'immémorial dans l'expérience vivante, celle-là même qu'accomplissait la liturgie selon Rosenzweig, vous en souvenez. C'est dire que désormais la fonction de la remémoration n'est rien de moins que la rédemption du passé, son achèvement ou son accomplissement. C'est ce qui ressort notamment d'une discussion très intéressante et très serrée de Benjamin avec Horkheimer, dont il nous a laissé la trace dans le passage Wagenberg. Le point de départ de cette réflexion de Benjamin est fourni par une lecture de Horkheimer, lecture d'une lettre de 37 qui traitait de la clôture ou de l'achèvement de l'histoire, opposée à l'idée de son inachèvement, ou Abgeschlossenheit. À l'analyse de Horkheimer, qui écrivait que la constatation de l'inachèvement est idéaliste, si elle ne comporte pas en elle l'achèvement, la clôture, l'injustice passée a eu lieu, écrivait-il encore, elle est consommée, achevée, les victimes sont vraiment mortes. Si l'on prend tout à fait au sérieux l'inachèvement, il y a peut-être une différence entre les aspects positifs et les aspects négatifs, de telle sorte que l'injustice, la terreur et les souffrances du passé sont irréparables. La justice bien rendue, les joies, les œuvres du passé ont un autre rapport au temps, car leur caractère positif est largement lié par la fugacité des choses. Cela vaut pour l'existence individuelle, dans laquelle ce n'est pas le bonheur mais le malheur qui est scellé par la mort. À cette analyse donc de Horkheimer, Benjamin opposait, sans le dire expressément dans le texte que je vais lire, Benjamin opposait l'idée de rédemption. Alors je lis pour cette fois Benjamin. On apportera un correctif à ces réflexions en songeant que l'histoire n'est pas seulement une science et qu'elle est tout autant une forme de remémoration, à nouveau. Ce que la science a constaté, la remémoration peut le modifier.
La remémoration peut transformer ce qui est inachevé, le bonheur, en quelque chose d'achevé, et ce qui est achevé, la souffrance, en quelque chose d'inachevé. C'est de la théologie. Mais nous faisons dans la remémoration une expérience qui nous interdit de concevoir l'histoire de façon fondamentalement athéologique, même si nous n'avons pas pour autant le droit d'essayer de l'écrire avec des concepts immédiatement théologiques. Fin de la citation. Sous le nom de rédemption, Benjamin conçoit donc une rupture du temps, ce temps continu de l'histoire, rupture par laquelle seulement peut advenir l'inattendu, d'advenir à chaque instant l'inattendu. La rédemption n'est pas renvoyée à la fin des temps, elle peut advenir au présent, à chaque instant, dans la mesure où chaque instant, dans sa singularité absolue, est susceptible de faire apparaître un nouvel état du monde, une nouvelle constellation. Seul un instant de ce genre, celui qu'on pourrait caractériser comme l'instant d'une illumination historico-poétique, il faudrait ajouter d'ailleurs historico-théologico ou athéologico-poétique, un instant de ce genre peut être qualifié de messianique, s'il est vrai que le Messie interrompt l'histoire, le Messie n'apparaît pas au terme d'une évolution. Ce que, dans un autre registre, Rosenzweig énonçait lui aussi à sa façon, là où le royaume avance dans le monde à pas imprévisibles, et où chaque instant doit être prêt à recueillir la plénitude de l'éternité le plus lointain, et ce qu'on attend à l'instant le plus proche, le plus lointain est ce qu'on attend à l'instant le plus proche, et ainsi ce qui est le plus proche, qui n'est jamais que le lieu tenant du plus lointain, du plus haut, est susceptible de devenir accessible à tout instant. Alors je voudrais citer, pour vraiment conclure sans conclure, un texte très difficile et que je ne suis pas en mesure de commenter, mais que je soumets à votre réflexion et à la discussion, le cas échéant, un texte très difficile de Maurice Blanchot. Il s'agit d'un fragment publié dans un volume de 1980 de Blanchot intitulé L'écriture du désastre. Je ne sais pas s'il est traduit en italien. C'est dommage. Alors voilà ce qui est fait. Il est traduit en italien maintenant. Quand on avait trouvé la citation, c'était plus facile pour vous de voir. Lisons ensemble le texte original de Blanchot. Le messianisme juif. Chez certains commentateurs, desquels le messianisme juif, chez certains commentateurs, nous laisse pressentir le rapport de l'événement et de l'inavènement. Peut-être son style à Benjamin ici. Si le Messie est aux portes de Rome, parmi les mendiants et les lépreux, on peut croire que son incognito le protège ou empêche sa venue. Mais précisément, il est reconnu. Quelqu'un, pressé par la hantise de l'interrogation, lui demande quand viendras-tu. Le fait d'être là n'est donc pas la venue. Auprès du Messie qui est là, toujours retentit l'appel, viens, viens. Sa présence n'est pas une garantie future ou passée. Il est dit au moins une fois que le Messie est venu. Sa venue ne correspond pas à une présence. L'appel non plus ne suffit pas. Il y a des conditions, l'effort des hommes, leur moralité, leur repentir. Il y a des conditions qui sont connues. Il y en a toujours qui ne sont pas connues. Et s'il arrive qu'à la question « Pour quand ta venue ?», le Messie répond « Pour aujourd'hui », la réponse, certes, est impressionnante. C'est donc aujourd'hui. C'est maintenant. Et toujours maintenant. Il n'y a pas à attendre. Bien que ce soit comme une obligation d'attendre. Et quand est-ce maintenant? Un maintenant qui n'appartient pas au temps ordinaire, qui nécessairement le bouleverse, ne le maintient pas, le déstabilise. Surtout si l'on se souvient que ce maintenant hors texte, d'un récit de sévère fiction,
renvoie à des textes qui le font à nouveau dépendre de conditions réalisables, irréalisables. Maintenant, pour peu que tu me prêtes attention, ou, si tu veux bien, écouter ma voix. Enfin, le Messie, contrairement à l'hypostase chrétienne, n'a rien de divin. Consolateur, le juste des justes, il n'est même pas sûr qu'il soit une personne, quelqu'un de singulier. Quand un commentateur a dit « c'est peut-être moi », il ne s'exalte pas par là, chacun peut l'être. Chacun doit l'être. Chacun ne l'est pas. Car il serait déplacé de parler du Messie en langage hégélien. L'intimité absolue de l'extériorité absolue. C'est du Hegel, je ne sais pas où d'ailleurs, l'intimité absolue de l'extériorité absolue. D'autant plus que l'avènement messianique ne signifie pas encore la fin de l'histoire, la suppression d'un temps plus futur que nulle prophétie ne saurait annoncer, ainsi qu'on peut le lire dans ce texte mystérieux que Blanchot, à son habitude, cite sans donner la référence. Tous les prophètes, il n'y a pas d'exception, n'ont prophétisé que pour le temps messianique. L'époque est, point d'interrogation, c'est dans le texte. Quant au temps futur, quel œil l'a vu en dehors de toi, Seigneur, qui agira pour celui qui t'est resté fidèle et en attente, parenthèse, dans le texte, Lévinas et Scholler.